Qu'est-ce que les femmes désirent vraiment? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, on va décortiquer une source assez provocatrice qui prétend avoir la réponse. L'idée ici, ce n'est pas de juger, mais de décomposer ces arguments de manière neutre pour comprendre une perspective qui, disons-le, bouscule pas mal d'idées reçues. Et on plonge directement dans le vif du sujet. La source part d'une idée choc. Il existerait un mensonge énorme, tellement répété qu'il serait devenu une sorte de vérité universelle sur ce que les femmes attendent d'un homme. Un mensonge qu'on aurait tous fini par croire, sans même s'en rendre compte. Et voilà le cœur du paradoxe, selon cette analyse. D'un côté, il y a ce que les femmes disent vouloir, un partenaire sensible qui communique, un égal. Et de l'autre, ce qui, d'après la source, provoquerait une réaction bien plus profonde, presque instinctive, la dominance, la force, le leadership. Tout l'argument repose sur ce fossé, ce décalage entre le discours social et la réponse biologique. Pour le dire simplement, le cadre de pensée est le suivant. L'attraction, ce n'est pas une démocratie où l'on choisit poliment ses idéaux. Non, ce serait plutôt une dictature de la biologie. Dans cette perspective, nos gènes, eux, se fichent pas mal de nos idéaux modernes. Tout ce qui les intéresse, c'est la survie et la reproduction. Alors explorons le premier grand principe que cette source met en avant, celui du leadership. L'idée, c'est que ce serait un désir féminin fondamental, très puissant, mais qui reste souvent non dit. Et là, attention, la source introduit un concept vraiment clé, la dominance calibrée. C'est hyper important de comprendre que ça n'a rien à voir avec l'agressivité ou la tyrannie, pas du tout. C'est plutôt la capacité à guider avec confiance, à poser un cadre, à prendre les devants, mais de manière subtile, décisive. Prenons un exemple tout bête pour illustrer ça, le choix du restaurant. D'un côté, on a la question classique « où tu veux aller dîner ?», qui, selon cette analyse, crée une sorte de flottement, une indécision. Et de l'autre, on a celui qui dit « je connais un super endroit pour ce soir ». Il n'impose rien, mais il propose, il prend l'initiative, il crée une direction claire. Et ce qui est crucial, c'est ce que ce genre de comportement communique à un niveau subconscient. Ça envoie des signaux de compétence, de jugement, d'indépendance. La source utilise une métaphore assez parlante, celle de piloter l'avion. L'idée, c'est de créer un sentiment de sécurité tellement fort que l'autre peut enfin se détendre, se laisser aller. Bon, après le leadership, on passe à un deuxième thème tout aussi contre-intuitif, la nécessité de l'intensité. L'argument ici, c'est que la stabilité et la prévisibilité émotionnelle, ce ne seraient pas toujours des atouts. Au contraire, une certaine dose de haut et de bas serait non seulement nécessaire, mais désirée. Et la source ne mâche pas ses mots à ce sujet. Elle dit clairement, l'homme qui fuit le moindre conflit, la moindre tension, cet homme-là est ennuyeux à un niveau viscéral. L'idée, c'est que cette quête permanente d'harmonie, paradoxalement, elle pourrait finir par éteindre la flamme. C'est ce que la source appelle la polarisation émotionnelle. Attention, il ne s'agit pas de créer du drame pour le plaisir, il s'agit de ne pas avoir peur de la tension, du désaccord, du défi. D'après cette perspective, ces variations, ces montagnes russes, sont en fait un signe de passion, de vitalité, tout le contraire d'un électrocardiogramme plat. Et pour justifier ça, la source va chercher du côté de la psychologie évolutionniste. L'idée, c'est que nos désirs d'aujourd'hui seraient en fait façonnés par les besoins de nos lointains ancêtres. Et dans un monde dangereux, un homme capable d'intensité, que ce soit la passion ou la colère pour protéger les siens, aurait été perçu comme un bien meilleur protecteur. L'argument va même jusqu'à la chimie du cerveau. La source avance que cette alternance entre tension et résolution, entre distance et proximité, ça déclencherait des pics de dopamine. C'est l'hormone de la récompense, de la motivation. Et ça créerait une sensation presque addictive, celle d'être pleinement en vie, chose qu'une relation trop calme, trop prévisible ne pourrait pas offrir. On en arrive maintenant au troisième et dernier pilier de cette analyse, et c'est peut-être le plus important. L'idée qu'un homme doit avoir un but qui lui est propre, une mission qui va au-delà de sa relation amoureuse. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler d'un concept, la présélection sociale. C'est un principe qui vient tout droit de la biologie. En gros, la désirabilité de quelqu'un augmente s'il est déjà désiré par d'autres. C'est une sorte de filtre de qualité, une preuve sociale qui serait, paraît-il, extrêmement puissante. Et voilà le lien avec le fameux but. La source est formelle. Quand un homme fait de sa partenaire le centre absolu de son univers, il perd ce qui le rendait séduisant. Son identité devient dépendante de l'autre, et cette dépendance tuerait le respect, et donc, à terme, le désir. Il devient une planète en orbite, au lieu d'être son propre soleil. Et ces archétypes illustrent parfaitement l'idée. Pensez à l'artiste plongé dans son œuvre, à l'entrepreneur qui bâtit quelque chose, à l'athlète, au scientifique.
L'énergie d'un homme qui est absorbée par sa mission est présentée comme fondamentalement attirante parce qu'elle signale une ambition bien plus grande que la simple recherche de validation amoureuse. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Avoir son propre but, ça veut dire être dans la relation par choix et non par besoin. Et cette indépendance donne une force silencieuse, la capacité de s'en aller si des limites sont franchies. Et c'est cette force-là, selon la source, qui génère un respect profond et qui dure. Pour conclure, la source nous ramène à son point de départ, à cette déconnexion fondamentale entre ce que les gens disent vouloir et ce qui les fait réagir au plus profond d'eux-mêmes. L'analyse se termine donc sur cette distinction. D'un côté, il y a ceux qui prennent les mots au pied de la lettre et qui finissent complètement perdus face à des réactions qui leur semblent contradictoires. Et de l'autre, ceux qui apprennent à observer les comportements, à décoder le langage non dit et qui agissent en se basant sur cette réalité-là. Le conseil final de la source est donc assez simple, en fait. Il faut apprendre à observer. Il s'agit de regarder au-delà du vernis social pour essayer de déceler les véritables moteurs du désir, en se fiant non pas aux mots, mais aux réactions authentiques du corps et des émotions. On termine donc cette analyse avec la question qui résume toute la thèse de la source. Une question qui est faite pour faire réfléchir. Entre le langage de la société et les pulsions du corps, qu'est-ce qui révèle le vrai désir ? La réponse, d'après cette source, se trouve dans les actions, pas dans les mots.